et à tous, nous sommes ravis d'être ici avec Pandora ce soir pour vous présenter notre société Smarty Crew. Smarty Crew, c'est quoi? C'est la bonne plateforme pour l'éveil des enfants. On est fraîchement lauréat du réseau Entreprendre Paris. On a eu la chance et l'honneur de recevoir 45 000 € de prêts d'honneur, c'est le maximum que peut accorder le réseau Entreprendre. Et en l'occurrence, c'est la première fois qu'il le faisait pour le réseau Entreprendre Paris. On est aussi dans 2 programmes d'accélération, Zagatube et la SNCF. Tout ça, c'est pour fédérer notre communauté de personnes qui ont déjà commandé Oliba. Et enfin, on est soutenu par la BPI à Paris. On est 2 cofondateurs, Pandora et moi-même. Moi, je suis président de la boîte, je suis en charge du business dev. Et ce que j'apporte à la boîte, c'est mon expérience en finance de marché notamment, mon expérience en tant qu'ex-cofondateur d'une start-up dans les réseaux sociaux, et enfin mon expérience en tant que consultant en stratégie pour toucher toute la partie partenariat, développement du business et bien sûr derrière stratégie de la finance. Moi, je m'appelle Pandora, je suis cofondatrice, directeur général en charge de toute la partie offre et expérience. De par mon passé de designer industriel chez Philips aux Pays-Bas, j'apporte une connaissance du suivi d'un projet industriel. J'ai participé à l'élaboration de la nouvelle gamme de rasoirs qui est en ce moment en vente. Messieurs, si vous avez acheté un rasoir récemment à Philips, j'ai probablement contribué à son design. C'était très intéressant parce que c'était des produits qui sont vendus à 6 millions d'exemplaires par an, donc chaque centime compte, c'est vraiment très axé à la fois marketing et industriel. En parallèle, j'avais travaillé sur la vision 2020, donc Philips demain, dans un avenir pas si lointain, donc sur plus de la prospective et du positionnement. Et donc j'apporte à Smarty Crew cette approche design qui est proche de l'utilisateur final et en même temps ancrée dans la réalité, on va dire, économique et industrielle. Il y a une 3e personne qui nous a rejoint, c'est Stéphane, qui est notre CTO. Il a un peu plus d'expérience que nous, il a 47 ans, et pourquoi on l'a recruté? Parce qu'il a travaillé notamment chez Bouygues Télécom, où il a mis en place la définition de l'architecture de leur plateforme VOD. Donc nous, notre plateforme, c'est pas de la vidéo, mais c'est de l'histoire. On a aussi une box, et notre box, elle s'appelle en l'occurrence Oliba. Donc notre point de départ, ça a été qu'aujourd'hui, le développement des adultes de demain est mis en danger par les écrans. Donc par adultes de demain, on entend les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, quand on voit les études qui sont menées notamment par l'IRSEM sur les dessins des enfants de 5 ans qui passent 3 heures par jour derrière des écrans versus 1 heure par jour, on voit qu'en fait, en termes de... Ça, c'est des enfants qui vont arriver au CP. Leurs capacités d'imagination ne sont pas les mêmes, la capacité de projection dans des détails n'est pas les mêmes, la capacité à tenir un crayon n'est pas la même. Donc ça, en fait, ce qui paraît anodin, juste des dessins animés, a un très fort impact sur le développement cognitif des enfants. Tous les pédopsychiatres, pédopsychologues, le CSA sont formels, les écrans sont interdits avant 3 ans, très limités avant 5. En France, la réalité c'est que d'après Ipsos, les enfants de moins de 5 ans passent en moyenne 2 heures par jour derrière les écrans, donc tablettes, télévision réunies. Pourquoi? Parce que les tablettes sont la solution de facilité, votre iPhone, votre iPad, c'est un peu la babysitter de secours dans le métro, en transport, au restaurant, ou l'après-midi quand vous voulez être tranquille, c'est assez simple. Et les parents, même s'ils savent que c'est pas bien, ils ont tendance à quand même, à un moment donné, mettre les enfants une demi-heure, 3 quarts d'heure par jour derrière des écrans. Pourquoi aussi? Parce que les terminaux traditionnels qui permettaient d'écouter de l'audio quand nous on était petits, à savoir les cassettes et plus récemment les CD, ont disparu, c'est devenu obsolète. Les petits ne peuvent pas manipuler seuls des CD, donc n'ont absolument pas de moyens pour écouter en autonomie de l'audio pur. Et les parents sont perdus parce que pour ceux qui veulent, via Spotify, le mettre par exemple dans leur salon et écouter en vitesse ou petit ours brun en stéréo, quand ils tapent sur internet histoire pour enfants, en gros ils tombent sur une masse énorme et colossale de contenu plus ou moins qualifié. Or un enfant de 2 ans, 2 ans et demi n'écoute pas du tout la même histoire qu'un enfant de 3 ans, qu'un enfant de 4 ans, qu'un enfant de 5 ans. On a tous été traumatisés parce qu'on a vu la maman de Bambi mourir trop tôt sans explication. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on a créé Oliba. Donc Oliba, très concrètement, pour les enfants, c'est cette petite chouette qui va s'attacher à leur doudou. À leur doudou parce qu'en fait, ils l'ont déjà choisi, c'est souvent pas celui que les parents préfèrent, donc on n'a pas fait un doudou nouveau pour leur imposer. On s'attache sur ce compagnon qui est leur compagnon de réconfort, qu'ils emportent partout. Dans Oliba, les parents vont pouvoir enregistrer des histoires, grâce à l'app notamment. Oliba, c'est aussi une veilleuse musicale qui va les rassurer, les endormir, créer des rituels de sommeil au moment des siestes ou quand ils sont couchés par exemple par une babysitter. C'est une veilleuse musicale qui va les rassurer. Et cerise sur le gâteau, grâce à Oliba, les parents, les babysitters, les grands-parents ne perdent plus le doudou
parce qu'il suffit de le faire sonner pour retrouver le doudou qui s'est caché dans des endroits farfelus, mais toujours les derniers auxquels on pense, et vous êtes alerté si jamais, par exemple, vous l'oubliez au parc. Donc ça fonctionne avec une app qui va permettre aux parents de paramétrer, de faire évoluer en fait Oliba complètement en fonction du besoin de son enfant. Concrètement, en magasin, vous allez avoir Oliba à 79 €, vous aurez le cœur de la chouette blanc, avec une enveloppe en silicone qui permet de l'attacher au doudou, une plus grande enveloppe en silicone qui permet de le positionner dans la chambre comme un véritable lecteur audio. Et il y aura naturellement 20 histoires avec. 20 histoires d'un éditeur avec qui on travaille, et c'est aujourd'hui Bayard. Derrière ça, en fait, on va tous les mois donner quelques contenus pour mettre à jour la bibliothèque des parents. Et surtout, on va vendre en fait du contenu additionnel. Nous, notre modèle, derrière, il réside dans la vente de contenu additionnel et essentiellement sous la forme de packs. Donc ça, c'est ce qu'on va pousser en premier, un pack à 4,99 €, où pour les parents, ils auront à chaque fois du contenu qui va être adapté à l'âge de leur enfant. Donc très concrètement, en fait, dans l'app, on va avoir un accueil qui est similaire pour tout le monde, mais surtout, on va avoir des suggestions qui vont être adaptées au goût que les parents auront sélectionné. Donc, mon enfant préfère des histoires en rapport avec la nature, en rapport avec les sciences, et surtout après en fonction de l'âge de l'enfant. Donc c'est là on va rentrer vraiment dans les parcours d'éveil. On a travaillé avec des pédopsies. Et là l'idée c'est, mon enfant a 3 ans, on est sur la thématique, il ne veut pas prêter ses jouets. Est-ce que j'ai des histoires pour prêter ses jouets? Oui, ça ressort, ça remonte parce qu'il a 3 ans. Et là-dessus en fait on va donner les clés d'éveil, les clés de lecture aux parents. C'est pas parce qu'on fait un objet innovant qu'on veut que les parents soient d'un côté de la pièce et de l'autre l'enfant avec un objet sur lequel il va plutôt s'enfermer. On veut vraiment un échange entre les parents et les enfants. En termes de concurrence, on est l'unique 3 en 1 en fait, qui accompagne les enfants tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que le matin, quand la maman part ou papa part et prend le doudou et le met dans le sac à main, il va avoir le doudou, un objet qui permet de ne plus le perdre, en l'occurrence celui-là, un objet qui va raconter des histoires durant l'après-midi, et enfin, une veilleuse musicale pour le soir. Donc on a ce 3 en 1, ultra mobile, on est les seuls à faire ça. Après, sur la partie libraire, on est les seuls à pousser cette logique de parcours d'éveil aussi poussée, avec vraiment la logique de bon contenu au bon âge. Et enfin, on est les seuls à proposer pour les éditeurs un vrai canal de distribution. On rencontre aujourd'hui en salon, que ce soit Nathan, Bayard ou Disney. À chaque fois, ils nous disent, mais c'est génial, on vend encore des CD aujourd'hui, c'est la seule façon de nous découler un produit physique, mais c'est un produit qui est en perte de vitesse. Oliba, c'est le bon device qui permet aujourd'hui d'adresser le numérique correctement. Par rapport à la concurrence plus concrètement, donc sur cette matrice, plus on monte, plus on est connecté, et plus on va à droite, plus on a une librairie poussée dans une logique de libraire. En bas à gauche, et à ce niveau-là, vous avez des leaders de jouets d'enfants, donc VTech, hein, c'est ce qui se fait mieux à 19 € dans tous les magasins de jouets. Ils ont poussé pour un petit nounours à 49 €. Là, on est dans une logique de clé USB. Donc, bien sûr, on va pouvoir adapter le contenu, mais en vrai, dans tous les retours parents, en fait, ils n'adaptent jamais le contenu. Parce qu'il faut aller sur un ordinateur, brancher la clé, trouver du contenu, et après remettre dans le nounours. Après, plus proche de nous, on a Lily, vous devez certainement connaître. C'est une fabrique à histoire, donc c'est pour les enfants de 4 à 6 ans. C'est pour les enfants un peu plus grands. C'est pas connecté, au sens propre. Il faut le brancher à un ordinateur. Là aussi, l'expérience, elle se fait en 2 temps. Et surtout, l'expérience, elle est autour de la fabrique. Donc l'enfant va faire lui-même son histoire. Mais on n'est pas, comme en l'occurrence pour Oliba, dans une logique d'éveil et d'apprentissage, avec des parcours qui ont des problèmes. Enfin, on a deux autres startups, Siway et Doki, qui proposent des produits connectés avec une notion d'éveil, mais on est dans une logique des produits pour la chambre de l'enfant. On est dans des sortes de radio-réveil beaucoup plus imposants et donc beaucoup moins mobiles que Oliba. Donc en fait, Oliba est en cours de lancement de production. On a lancé, donc ce que vous avez là, ce qui passe, c'est un prototype qu'on a testé, qu'on fait à la maison, entre guillemets, il est imprimé en 3D. Là, l'idée, c'est qu'on finit une étude qui nous permet en fait de réajuster tout le design et la conception par rapport à une logique de production pour notamment optimiser les coûts d'assemblage, les coûts de moule et tous ces éléments-là. On arrive à l'issue en fait de cette phase. L'idée, c'est de lancer le développement de l'outillage pour avoir une première test-série au cours du mois de mai et pouvoir tester une centaine de produits grâce notamment à Zagatube et à la SNCF. Ils ont des accélérateurs où ils ont des panels en fait d'utilisateurs qui ne sont pas forcément ceux que nous on a déjà mobilisés autour de nos tests, donc des gens plus neutres et surtout des outils pour rassembler les retours testeurs, parce que c'est ce qu'on a vu, c'est qu'à un moment donné, pour avoir des tests intéressants, il faut ce qui prend plus de temps, c'est de concaténer les résultats et de les normaliser en fait. Et donc eux ont développé des plateformes qui
déjà commandé à partir de votre temps. Donc, même si Oliba est en cours de production en tant que tel, on n'a pas attendu 2017 pour vendre Oliba. On a commencé par le B2B avec Nature et Découverte, c'est notre première enseigne pour distribuer Oliba. Nous ont commandé 500 unités, nous sommes dans 30 magasins. Sur la partie online pure, on a fait une campagne de crowdfunding. On a vendu 650 Oliba à des papas et à des mamans dans 30 pays. Ça aussi, ça a été un marqueur très important pour nous, pour le développement par la suite à l'international. Et enfin, sur la partie éditeur, on a Bayard qui nous suit dans l'aventure, avec qui on a un premier contrat. Donc pour le lancement commercial en B2B, l'objectif c'est de faire 50% B2B, 50% en online uniquement sur notre site. Donc ça revient pour cette année 2500 unités en enseigne, 2500 unités sur notre site. La limite qu'on a en plus de Nature et Découverte aujourd'hui, c'est Oxybul, Liquid, qui est un équivalent de Nature et Découverte, spécialisé, un équivalent d'Oxybul, pardon. Et enfin, la partie de Leclerc qui est vraiment concentré sur les espaces culturels. Après, l'enjeu pour nous sur le online, c'est vraiment de se dire on va repartir de notre expérience du crowdfunding, c'est-à-dire faire des journées avec des influenceurs, faire de la publicité ciblée sur Facebook et reprendre tous les médias qu'on avait pu travailler durant le CES et durant notre campagne de crowdfunding. Et enfin, sur la partie éditeur, ce qu'on souhaite, c'est avoir une base de 500 titres dès le lancement. Et pour ça, on est aujourd'hui en discussion avec Nathan et avec Disney. C'est l'objectif d'avoir une vraie base qui soit riche, qui soit à la fois en français et en anglais. Donc dans le plan de développement, donc je disais 2017 c'est 5000 unités. L'objectif de 2018 c'est d'atteindre l'équilibre avec 25 000 unités qui seront écoulées et un premier lot pour les US. On a passé un mois en tout aux US à faire des tests, que ce soit avec la distribution ou avec le grand public. Donc pour nous c'est un vrai vecteur d'accélération. Donc en 2019 l'idée c'est d'accélérer sur les US et d'accélérer du coup aussi sur la partie vente de contenu additionnel. En conclusion, aujourd'hui on cherche 400 000 € pour aller au bout de cette industrialisation de la plateforme, pour recruter 3 personnes, un dev qui viendra épauler notre CTO, un responsable sur la partie marketing, pour mettre en place tout le plan marketing et communication, et enfin une personne qui sera sur la partie commerciale, qui viendra épauler dans la partie contractualisation avec la distribution. Derrière ça, on est en discussion avec la BPI pour aussi finir la partie industrialisation d'Oliba, et là on cherche 240 000 €. Donc, conclusion derrière ça, on est aujourd'hui dans une logique d'aller au bout, dans une logique où on cherche à être acheté derrière par un industriel de type ID Group. ID Group, c'est quoi? C'est aujourd'hui un des leaders de la périculture qui a en magasin d'affaires et qui sont dans une logique de développer des produits innovants. Et en ça, on pense que ça pourrait être une bonne stratégie d'exit. Voilà, merci à tous. Vous le faites tester par les enfants? Oui. En fait, on a fait des tests avec 250 familles entre la France et les États-Unis. On a fait plusieurs types de tests. On a d'abord fait des tests, on va dire, on a fait 3 prototypes. Ça, c'est notre 3e prototype. Le tout premier, c'était un prototype de principe qui a coûté 20 €, où on voulait voir si les enfants acceptaient qu'on accroche quelque chose à leur doudou et si oui, à quelles conditions. Donc là, ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Une fois qu'on a validé cette première phase, on a plutôt testé avec les parents, on a mis une puce BLE cachée sur l'étagère avec plein de capteurs et plein de bips et de lumières pour plus tester l'idée, le concept, voir si ça leur plairait, aussi sortir des éléments qu'on avait récupérés en wishlist et en fait on se rendait compte que c'était pas pertinent. Et ça c'est le 3e prototype qu'on a fait et celui-ci pour le coup on l'a testé donc dans des familles qui l'ont regardé pendant une semaine et qui nous ont fait leur retour après sur comment ils l'ont utilisé. On l'a testé dans des magasins, on a fait des packaging guides qu'on a mis en fait dans les magasins. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient la boîte pour l'acheter alors qu'en fait il n'y avait rien dedans. On a fait beaucoup d'ateliers de focus group avec les parents dans les magasins de quartier qui sont un peu des points de ralliement pour les familles. Donc on apportait des gâteaux et on parlait avec les mamans pour savoir ce qui était vraiment important, ce qui leur plaisait dans le produit. Avec du coup leurs enfants aussi, on leur faisait tester Oliba. Et on a beaucoup testé Oliba sur des salons grand public. Alors le CES, mais il y avait plutôt à Las Vegas l'année dernière sur le pavillon, parce que c'était plutôt pour des adultes. Pour des publics plus enfants, on a fait Kids, on a fait Future en scène, Kids and Young Gun et d'autres salons grand public où il y avait des enfants et on voyait typiquement dans une ambiance un peu de surexcitation et très bruyante, on leur mettait Oliba dans les mains, tout de suite ils s'immergeaient dans leur imaginaire, ils se calmaient, ils prenaient leur pouce et les parents étaient un peu scotchés de voir que même des enfants très habitués en fait à des écrans et pas si
proche de l'audio, accrochait. Pour nous, notre plus grande force, c'est quand les enfants testeurs, ce qui arrive fréquemment, pleuraient pour ne pas nous renvoyer la fête. Et voulaient le garder parce qu'en fait, c'était assez vite, c'est en quelques jours devenu un complice assez indispensable. Est-ce que ça émet des ondes en permanence? Alors, ça n'émet pas d'ondes en permanence. Comment Oliba fonctionne? Très concrètement, dedans, la plupart des contrôles qui sont faits par BLE, donc c'est du Bluetooth Low Energy. Oliba, c'est un récepteur, donc vous allez avec votre téléphone le démarrer à distance, l'arrêter à distance, le faire sonner pour le retrouver. À ce moment-là, Oliba va recevoir de votre téléphone un ordre et du coup réagir en conséquence. Il ne remonte aucune donnée en tant que telle. Le moment où il y a un transfert, un autre moment où il y a des transferts d'ondes, c'est quand vous allez transférer une histoire depuis l'application dans Oliba. À ce moment-là, le protocole utilisé, c'est l'antenne Wi-Fi de votre téléphone. Donc c'est pas le Wi-Fi connecté extérieur. Oliba ne peut pas être connecté à un Wi-Fi, donc ne peut pas être piraté dans ce sens-là. Et il n'y a pas les circuits qui permettent de s'y connecter par Internet. C'est juste qu'on utilise ce protocole qui permet de faire passer rapidement des contenus lourds. Et comme c'est quand même important, vous pouvez couper en fait toute la partie BLE. Donc si vous ne voulez pas avoir à retrouver le bouton que vous commandez à distance, par exemple le soir, il y a un bouton physique off. Comme le principe d'Oliba, c'est qu'il stoppe en fait les 5 histoires que vous avez décidé de mettre dedans et les réglages, l'enfant peut l'utiliser absolument partout, sans qu'il y ait d'adulte à côté, sans qu'il y ait de téléphone, ça marche dans les tunnels, au sous-sol, dans les supermarchés, là où il n'y a pas de réseau. Ça vous coupe la fonctionnalité Retrouve Doudou, mais tout ce qui est autour de l'éveil, qui est vraiment le cœur de la valeur pour l'enfant, lui, fonctionne en toute autonomie. Donc c'est le meilleur du connecté pour les parents et le meilleur du déconnecté pour les enfants. Il y a des histoires dessus, mais il n'y a pas de relation avec des livres, ou sur l'image, on voit l'enfant. Alors, à court terme, en fait. Livres, mais est-ce qu'il y a une relation en fait? Aujourd'hui, il n'y a pas de relation. Mais en revanche, avec Bayer, justement, on travaille sur ce type d'option. Demain, faire un couplage livre-audio et pouvoir justement exploiter et avoir une interaction entre le livre physique et le jeu. Est-ce que j'ai pu comprendre, les parents pourront eux-mêmes lire une histoire de façon à ce que l'enfant enregistre et reconnaisse la voix des parents? Oui, bah, là sur celui que j'ai fait passer, il y en a une, c'est moi qui l'ai enregistré par exemple. En fait, dans l'app, vous pouvez enregistrer du téléphone, votre on voix. enregistre, je suppose, à Oui, c'est partir ça. de l'app d'un téléphone. Exactement. Et sinon, vous pouvez choisir une histoire déjà enregistrée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir cette transmission qui est possible. Après, ce qu'on voit en réalité, c'est que souvent les parents n'ont pas forcément le temps, on ne sait pas comment faire. Donc, voilà. Par rapport à vos modèles économiques et de pricing, vous avez estimé la différence de revenus entre les abonnements par rapport au prix d'achat? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pourquoi 79 €? Alors, la première, quand vous dites la différence de revenus. Parce que si je comprends bien, les revenus vont provenir des achats qu'on va faire en magasin, Oui. et après les abonnements qu'on va avoir tous les mois. Donc la source principale de revenus va venir de l'achat ou de l'abonnement. Alors, à court terme, elle va forcément venir de l'achat. Et à moyen terme, en fait, l'idée, c'est que la partie abonnement vienne donner du revenu récurrent en plus. Clairement, ça sera toujours en majeure partie de la vente du produit physique. Et nous, derrière, en fait, cette vente de contenu nous permet, dans une logique de demain, de développer un autre produit. En fait, ce qu'on souhaite, c'est grandir avec nos utilisateurs. Oliba, c'est pour les 0,5 ans. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que la clé de succès, c'est l'acquisition de l'appareil. Oui. Donc pourquoi, enfin, je suppose que vous avez réfléchi, mais pourquoi vous l'avez fixé à 79 € et pas plus bas? Alors, 79 €, alors il y a deux options. Il y a soit la logique, on se base sur le coût de fabrication, soit on se base vraiment sur la partie prix. Nous, on a fait un mix des deux, c'est-à-dire sur la partie coût par rapport à un coût de revient industriel. Vêtements, pour être dans des métriques à minimum de x4 entre un coût de revient et le prix TTC, on s'est fixé un minimum aux alentours de 69 €. Après, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on propose et par rapport au caractère 3 en 1 qui est unique, dans tous les tests qu'on a fait, et notamment chez Nature et Découverte, le prix a été validé de 60 €. Il y a aussi une partie psychologique qui est importante pour les parents, notamment sur de l'éveil, c'est qu'on ne veut pas acheter des choses pas très chères parce qu'elles paraissent de mauvaise qualité. Donc, à contrario, avoir un coût bas, c'était corrélé à une idée de c'est cheap en fait, donc c'est probablement pourri les histoires qu'il y a dedans parce que ça coûte pas très cher. Un peu schématique. J'ai vu que le produit a été développé avec un bureau d'études implanté en Chine. Est-ce que le produit est développé en Chine? Et si oui, est-ce qu'il répond aux normes françaises? Alors le produit est développé au sens conçu, toutes les 3D démos et tout ça sont faits en France, avec ce bureau d'études qui est entre Paris et Hong Kong. Par contre, il est produit en Chine, donc la production, l'injection en tant que telle sera faite en Chine, et les normes qui sont déjà respectées par ce prototype
sont les normes CE, les normes NF et les normes américaines. On passe les 3 dès le début. Depuis la préconception du prototype qui a circulé, on est allé voir le laboratoire national d'essai et TUV, qui sont des laboratoires de certification, pour valider que notre conception rentrait dans les normes, aussi bien les normes enfants que les normes moins de 3 ans. C'est la même usine que Sophie. Donc en fait, le plastique, pour le moment, l'usine compressant pour injecter, c'est la même usine que Sophie la Girafe, donc c'est vraiment des produits pour enfants. Et la partie électronique, elle est l'usine Presenti, c'est Tectos, c'est l'usine qui produit par exemple toutes les cartes électroniques de Somfy, donc de la domotique résistante aux intempéries et aux afflux multiples. Vous montrez très fort en volume sur les États-Unis, Oui. et ce volume est une part extrêmement importante de votre chiffre d'affaires global. Pourquoi avoir choisi les États-Unis? Et deux, quels sont les investissements que vous avez prévus pour rentrer sur ce marché? Alors, la première chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a passé un mois en tout aux États-Unis. On a fait 2 semaines de tests à Seattle et San Francisco. On a été faire le tour de magasins de jouets. On a fait des après-midi là-bas, de faire des tests avec les parents qui étaient en magasin et des tests avec les directeurs de magasins. Donc on a vu en premier lieu qu'il y avait une vraie appétence là-bas pour notre produit parce qu'en fait ils sont tellement dans l'utilisation des tablettes que c'est même eux qui nous ont donné l'idée de dire en fait on va développer des parcours d'éveil purement audio. C'est eux qui nous ont dit c'est génial, ça raconte des histoires mais il n'y a pas d'écran. Donc nous on a un sentiment que le marché déjà côté utilisateur est très fort là-bas. Après on a refait des tests avec des influenceurs, donc des blogueuses spécialisées dans le marché de l'agriculture, qui nous ont confirmé qu'aux US, ce type de produit n'existait pas, qu'il y avait une appétence. Et enfin, on était au CES de Las Vegas il y a un an, et là on a rencontré la distribution canadienne et américaine, et ça a confirmé ce trend. Donc pour nous, en fait, l'objectif, pourquoi on met autant de volume aux US, c'est parce qu'on sait que, contrairement à ce qu'on a vu au Salon mondial de l'agriculture à Cologne, où en fait il y avait une appétence en Europe, mais pas aussi forte qu'aux US, on s'est dit on va aller aux US. Et pour ça, en fait, on souhaite y aller fort. Donc après, en termes de budget... Vous n'allez pas travailler avec Nathan et Bayard aux États-Unis? Non, alors pour Bayard, déjà aujourd'hui, on a du contenu en français et en anglais. Donc ça nous permet déjà de donner du... C'est pas ça la question, c'est que les enfants aux États-Unis, ils ne prennent pas les choses. Les enfants sont très accompagnés dans leur évolution aux États-Unis. Il y a des jeux, il y a plein de choses très sophistiquées. Justement, à ce niveau-là, en fait, c'est là où on a vu, justement, par rapport au côté où c'est la compétition dès la naissance aux États-Unis, dans tout ce qu'on a vu sur les parcours d'éveil qu'on a travaillé avec les pédopsies, il y avait une vraie appétence, en fait, notamment des parents, parce qu'en fait, on propose des thématiques spécifiques, d'éveil à une langue, d'éveil à la nature, d'éveil aux sciences, et pour ça, en fait, les parents américains étaient assez sensibles. Et après, si vous répondez à votre question sur la partie marketing, on l'a vu durant notre campagne ultrasonique, il y avait des coûts marketing qui étaient quasi doubles à ce qu'on voit en France. Donc c'est comme ça qu'on l'a modélisé pour rentrer aux États-Unis. Jean-Pierre, je suis curieux de comprendre comment vous arrivez. Non, on reste sur le site. Voilà, 270 000, 5 000 produits, ça fait 56 € le produit. 56 € le produit. Si on en prend 79 € TTC, c'est un prix TTC, oui. On enlève la TVA, c'est 20%. On arrive à 64. C'est-à-dire qu'en fait, la marge du réseau de distribution, vous n'avez prévu que 10 € pour distribuer auprès de tous les réseaux que vous avez figurés, dont Nature et Découverte. Alors là, le mix par rapport au prix, en fait, c'est 50% par rapport à la vente sur notre site en propre et 50% de manière auprès d'enseignes. Déjà là, on est dans un mix de prix, c'est pour ça que vous ne trouvez pas le prix net par rapport à une enseigne. Et après, dans la montée en charge, en fait, on prévoit par rapport aux US de passer en fait par un grossiste. Donc c'est pour ça en fait que le prix est plus faible au fur et à mesure qu'on monte dans les années. Oui, mais justement, la question que j'avais, c'est que sur l'année 2018, par exemple, si on fait 1,4 million divisé par 25 000, on arrive encore à 50 et quelques euros. Et je suis surpris de voir le peu de marge prévu pour le réseau de distribution. C'est le premier point. Le deuxième point, tout à l'heure, vous avez parlé dans le réseau de distribution de réseau de jouets que vous avez visité aux États-Unis. J'en ai vu aucun en France. Et pour quelle raison il n'y en a pas en France? Parce qu'à mon avis, ils sont assez gourmands en termes de marge, et que les marges n'ont pas été prévues dans le calcul. Ce qu'on a négocié aujourd'hui avec Nature Découverte, c'est un prix de 44 €, prix de distribution. Et dans ce qu'on a prix d'achat, et dans ce qu'on a pu discuter avec les autres enseignes Oxybul et Pickwick, on est dans ce niveau.
Dernière question. Donc, il y a une place pour le grossiste. Vous avez pris la place pour le grossiste dans le calcul des barèmes. Parce qu'honnêtement, vous n'irez jamais en direct sur. Non, justement, c'est ce qu'on a vu au CES, c'est qu'on ne peut pas aller en direct comme ça aux US en tant que tel. L'idée, c'est de passer justement par un grossiste pour pouvoir accélérer ce développement aux US. Alexandre? Je reviens un peu sur les ondes, parce que j'ai eu le cas à la maison, on avait vu 15 mois, ma femme a dit non, pas d'objet Bluetooth. Comment est-ce que vous allez faire pour lever les freins auprès des parents et, pour dire justement il y a pas de risque? Très concrètement, déjà, il y a un bouton qui vous permet de couper les ondes. Donc, comme je vous disais, le produit fonctionne complètement sans ondes. Donc, c'est le cas qui est sur le prototype aujourd'hui. Et dans toutes les familles où on l'a testé, c'était aussi la première chose qu'ils nous disaient en France, en tout cas. C'était le premier point qui était évoqué par les parents, c'était il y a des ondes. Et en fait, ils se sont rendus compte que la nuit, par exemple, dans tous les moments où ils ne sont pas, on va dire, en vadrouille, en poussette, au square, il suffit de couper en fait physiquement le bouton des ondes et donc il n'y a absolument plus aucune onde qui est émise. Et après ça c'est typiquement dans le test aux États-Unis, un point qui n'a jamais été, c'était très français en fait, parce que tous les tests qu'on a fait avec des personnes d'autres pays n'étaient pas du tout, c'est jamais un point qui est spontanément revenu. Ce qui revenait par exemple aux États-Unis, c'était plus la composition du plastique. Donc on voit aussi que chaque pays a ses points d'attention. Donc le fait de pouvoir fonctionner complètement en mode avion a été souvent un argument suffisant pour pouvoir accepter. Dernière question de Jean-Pierre. La répartition online par rapport au réseau traditionnel, c'était 50-50. 50-50 sur les 2 premières années. Comment vous allez chercher comment vous allez faire connaître tout simplement la société auprès des clients finaux, potentiels, qui vont venir sur le site Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, nous, les enseignes qu'on choisit déjà, les enseignes, que ce soit Nature Découverte ou Tibule, on choisit des enseignes de qualité où on sait que quand les parents vont y aller, ils vont aller trouver un produit de qualité. Donc pour nous, l'idée, c'est de poser une marque où les parents ne vont pas nous retrouver tout de suite dans un Toys R Us où là, on est plutôt dans des jouets à 19 €, plutôt des gadgets. Donc nous, l'important, c'est de poser déjà cette marque en tant que telle. Après, pour se faire connaître en parallèle, il y a deux choses. Un, c'est déjà les influenceurs. Donc ça, on les avait déjà travaillé durant notre campagne de crowdfunding. C'est eux, on avait pu traquer en fait le rapport dans cette campagne, et c'est eux qui nous ont amené le plus. On a vraiment vu, c'est-à-dire qu'une blogueuse de Thonon-les-Bains qu'on avait été voir, qui avait ne serait-ce que 5000 followers sur Instagram, celle qui nous a fait déclencher le plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cet effet boule de neige, bouche à oreille entre mamans, et qui, quand il y a justement la confiance qui est instaurée par une blogueuse, elles vont aller dans la direction de la recommandation de la blogueuse. Donc ça, on y croit beaucoup. La dernière chose, c'est sur la partie, on va dire, médias traditionnels. On a eu beaucoup de presse très naturelle durant notre campagne de crowdfunding. Et en fait, cette presse, elle est venue justement dans cette logique de c'est un produit qui est innovant, c'est un produit qui se fait parler assez naturellement. Et là-dessus, on a eu énormément de couverture presse. Donc c'est l'autre élément sur lequel on travaillera. Et enfin, la dernière chose, c'est Facebook. On a beaucoup travaillé avec Facebook parce qu'on peut vraiment qualifier les publicités sur vraiment le profil des mamans, le type d'achat qu'elles font. Et par rapport à ça, ça avait été très facile. Donc c'est uniquement sur votre site. Online, c'est uniquement sur Amazon. Pas d'Amazon à court terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, essentiellement dans le monde de l'agriculture, en fait, c'est assez agressif la compétition des prix sur l'online. Et d'expérience par rapport à d'autres startups qu'on connaît dans l'agriculture qui se sont essayés sur différents sites online, en fait, il a commencé à avoir une guerre des prix avec 10 € de réduction par site, direction par là. Et en fait, il y a un déréférencement total de l'online. C'est pour ça que nous, on souhaite dans un premier temps être que sur notre propre site. Et par rapport à l'image de marque qu'on a déjà constituée durant la campagne de crowdfunding, on y croit, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie communauté par exemple. Vous avez déjà du trafic sur votre site? On a déjà du trafic et surtout, on a une communauté de parents. Donc, on a 3 000 parents qui nous suivent en dehors des parents qui ont déjà acheté au Cocktail. Et c'est là-dessus, en fait, que nous, on travaille au quotidien. Merci. On vous retrouve tout à l'heure au cocktail. Et la première réunion de closing est prévue mardi 28 à 16h ici même. Anthony, il y avait une dernière question là. Oui. Juste en termes d'innovation, je comprends qu'il y a un peu d'innovation dans ces produits. Par contre, sur la fiche, vous n'êtes pas JEI. Est-ce qu'il y a des brevets Alors, il y a 2 brevets au niveau de la France. Un brevet sur le système d'attache, un brevet sur le procès de transfert de la donnée. Pourquoi on n'est pas JEI aujourd'hui? C'est parce que jusqu'à présent, en fait, on n'était pas salarié. Et ça fait partie des choses